Je suis Thierry Keller et je suis très honoré d'animer ce 4e débat. J'avais animé le premier. Je suis le directeur de la rédaction d'Uzbek Erika, qui est un média qui s'intéresse au futur. Et je crois qu'on a bien besoin de parler de futur en ce moment. Alors, la manière dont les choses vont se dérouler jusqu'à 13 heures pile, on va s'arrêter à 13 heures pile. C'est très simple. Nous allons entendre et converser avec 4 grands témoins que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure. Fanny Auger, directrice de la marque de Nature et Découverte. Hortense Aran, fondatrice et CEO de Fleurs d'ici. Pascal Demurger, le DG de la Maïf. Et nous avons le plaisir d'accueillir aussi Olivia Grégoire, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, députée LREM de Paris. Alors évidemment, on se pose beaucoup de questions en ce moment sur la mission, sur le sens, et on va se demander tous ensemble si la crise qu'on traverse est un facteur d'accélération de tout ce qui était un peu en germe dans le monde de l'entreprise et dans la réflexion autour de la raison d'être et autour de la mission. Et donc, c'est pour cela que, sans plus attendre, je vais donner la parole à 2 représentants éminents des partenaires de Recovery. Laurence Méhaignerie. Laurence, bonjour, tu es présidente et cofondatrice de Citizen Capital et représentante de la communauté des entreprises à mission. Bienvenue à toi dans ce débat, bienvenue sur Zoom. Et Augustin Boulot, délégué général de Bilab France. Peut-être un peu revenir avec vous sur les termes du débat, de quoi on parle. On a souvent tendance à confondre un peu résilience, mission, raison d'être. C'est à vous pour une quinzaine de minutes et puis ensuite on continuera le débat avec nos 4 témoins. Je rappelle que vous pouvez évidemment poser toutes vos questions sur Zoom et j'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Vous pouvez aussi évidemment contribuer au débat sur la plateforme Recovery qui est passée dans la précédente slide. On m'informe dans l'oreillette qu'il y a déjà plus de 44 000 contributions sur Recovery. Merci, merci beaucoup. Vous voyez, l'adresse s'affiche. Laurence, Augustin, c'est à vous. Je ne vous interromps pas pendant un quart d'heure et je reprendrai la parole juste après. Merci encore. Merci beaucoup Thierry. Bonjour à tous. Alors, on parle beaucoup de résilience, qui est un terme qui résonne avec ce que nous vivons. Alors, qu'est-ce que la résilience? Pour la médecine traditionnelle chinoise, la résilience, c'est la capacité de régénération des systèmes vivants après une blessure. En physique, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Pour les sciences de gestion, c'est la capacité d'une organisation à résister au choc et à survivre à ses conséquences. Et nous, on vous propose la définition de Boris Cyrulnik, qui nous semble encapsuler un peu toutes les autres. La résilience, c'est la capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit de l'adversité. Alors certains, comme Nassim Taleb, avec son concept de société antifragile, diraient qu'il manque un élément à la résilience, c'est la capacité à évoluer, à s'améliorer dans un environnement instable et pas seulement à résister. Alors on parle beaucoup de l'entreprise à mission aussi. En slide 2, merci Thomas. D'impact, de raison d'être. Alors, bon, je vais être assez philosophique aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase de Nietzsche qui s'applique bien à l'entreprise à mission. Celui dont la vie a un pourquoi, qui lui tient lieu de finalité, peut supporter presque n'importe quel comment. Et l'entreprise à mission, premièrement, s'est posé la question de sa finalité, de son utilité sociale, du à quoi je sers. Ce pourquoi dont parle Nietzsche. Et elle a placé cette finalité au cœur de son projet d'entreprise. Deuxièmement, ces entreprises se donnent les moyens de poursuivre leur mission, c'est-à-dire ce comment, parce qu'elles ont engagé l'ensemble de leurs parties, et notamment leurs actionnaires, à travers l'inscription de cette mission dans ces statuts, et elles associent leurs parties prenantes à leur gouvernance. Et cette mise en mouvement des forces vives de l'entreprise donne potentiellement une force considérable à l'entreprise pour affronter ce comment, qui ne sera pas une mince affaire dans les temps à venir. Donc, si on pourrait poser la question en d'autres termes, c'est est-ce qu'une entreprise peut être résiliente, y compris d'un point de vue économique, évidemment, sans contribuer à la résilience de son écosystème, de la société dans laquelle elle évolue. Elle met fin aussi à une dichotomie
entre les shareholders d'un côté, les stakeholders de l'autre. Et si je reprends mon rôle d'actionnaire, ma casquette de Citizen Capital, et oui, en fait, nous sommes bien une partie prenante comme une autre, d'une certaine manière, actionnaire. Pour la communauté des entreprises à mission que je représente aujourd'hui, cette forme d'entreprise est le modèle d'entreprise qui va se développer au cours du XXIe siècle. Alors, quelle meilleure illustration que ce qui se passe aujourd'hui? Alors, la démarche de l'entreprise à mission, c'est avant tout un chemin. Tout comme d'ailleurs le processus de résilience. Et nous n'en sommes évidemment qu'au début. Et la loi Pacte l'a bien reconnu aussi ainsi, en distinguant ces 3 étages que je vais reprendre pour des raisons de clarté. Vous avez un premier niveau qui est que la responsabilité sociale de l'entreprise n'est plus une option. La prise en compte par l'entreprise des enjeux socio-environnementaux est consacrée dans la loi. Et bien, ce premier niveau est déjà un facteur de résilience majeur pour tout un tas d'entreprises qui démontrent en ce moment même une responsabilité sociale claire. Alors, il y a énormément d'exemples, hein, mais c'est Leroy Merlin qui aide à l'installation de vitrines en plexiglas, c'est Decathlon qui offre la totalité de ses masques aux hôpitaux, c'est Boulanger qui fait don de 10 000 tablettes, c'est Univers ou L'Oréal qui ont annoncé très tôt des dons immédiats de dizaines de millions d'euros à la PHP, c'est Danone qui garantit ses salaires de ses 100 000 salariés et la trésor de ses 150 000 TPE pendant plusieurs mois, etc. Énormément de PME, évidemment, qui adaptent leur outil de production à la crise. Alors, à côté de ça, vous avez quand même des entreprises comme, par exemple, EasyJet, hein, je prends un exemple britannique au hasard, qui a demandé une aide conséquente à l'État et qui, à côté de ça, déclare qu'elle allait verser un dividende de 174 millions de livres. Donc, est-ce que ce type de responsabilité ou de non-responsabilité va aider à sa résilience? Est-ce que ses clients et ses salariés oublieront ces décisions qui sont pour le moins éloignées de ce que chacun vit en ce moment? Alors, vous avez un deuxième niveau qui est que l'entreprise a défini une raison d'être, a précisé son projet collectif avec ses actionnaires, raison d'être qui n'est pas nécessairement associée à des engagements à ce stade. C'est une étape qui a été franchie par un certain nombre d'entreprises comme Arkea, Carrefour, InVivo, Veolia, etc. Alors évidemment, nous manquons de recul sur ces cas et on se gardera bien de toute certitude sur d'ailleurs toute cette introduction. On fait des hypothèses, mais on peut penser que la résilience de ces entreprises provient ou proviendra de leur capacité ou non à engager leurs forces vives dans leur projet de transformation. Et les entreprises qui ont pu continuer à produire parce qu'elles produisent en France, parce qu'elles s'approvisionnent en circuit court, Hortense Aran de Fleur d'Issy vient nous en donner un petit témoignage, ou tout simplement parce que leurs salariés sont engagés et continuent à donner leur énergie malgré la situation, ces entreprises sont résilientes. On sait que 70% des transformations échouent. Et une étude de McKinsey montre que les premières causes, c'est le manque d'engagement des collaborateurs, ensuite c'est le manque d'adhésion des managers, et ensuite c'est le manque de sens et de vision porté par la direction générale. Donc attention, la raison d'être, ce n'est pas une fin en soi, c'est en fait que le début du chemin. Et pour vous donner un petit clin d'œil à l'actualité, on peut s'interroger par exemple sur la démarche du MEDEF qui définit en 2019 sa raison d'être, qui est agir pour une croissance responsable, et qui en avril 2020 demande un moratoire sur la mise en place de mesures environnementales. Donc la raison d'être, c'est tout seul, ça ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut que par les engagements et les objectifs qui sont associés, et ça prend du temps. Et c'est l'entreprise à mission. Donc, je vais passer rapidement parce qu'autour de la table, on a des entreprises à mission aujourd'hui. Mais quelles sont les forces des entreprises à mission qu'on peut penser aujourd'hui? C'est qu'elles répondent à des besoins essentiels et certains se développent en pleine crise parce qu'elles répondent à des besoins essentiels. Et c'est aussi parce que leur mission les sert parce qu'elle sert leur écosystème. C'est Maïf qui reverse 100 millions d'euros à ses sociétaires pour tenir compte de l'effondrement du nombre d'accidents. Pascal Dumurger sera là aujourd'hui. C'est Camif et Fleur d'Issy qui contribuent à la résilience de leur filière du meuble pour l'un et de la filière horticole pour l'autre, qui sont les conditions de leur propre résilience. Donc, parmi les leçons de cette pandémie, il ressort certainement que
la valeur de la coopération, du respect du temps long, de l'être plutôt que l'avoir, comme disait Fanny Auger, de l'engagement des employés sont importants aujourd'hui et autant d'éléments que le label Bicorp regarde attentivement et autant de leviers d'action qu'Augustin va vous présenter. Merci beaucoup Laurence. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Augustin Boulot, je suis le délégué général de Bilab France, qui est la branche française d'une organisation internationale qui s'appelle Bilab et qui est effectivement, comme l'a dit Laurence, derrière le label Bicorp. Donc, je suis là aussi pour représenter la communauté des entreprises Bicorp en France. Vous en avez d'ailleurs deux avec vous aujourd'hui, puisque Laurence Meignery a fondé Citizen Capital, qui est entreprise Bicorp, et Fanny Auger, qui sera là juste après, pour Nature et Découverte, qui est aussi une entreprise Bicorp. Je pense que Laurence a super bien démontré ce que c'était que le cap. Elle a posé un propos assez visionnaire et elle a parlé de chemin. Et je pense que là, on a aussi le devoir en tant que dirigeant d'entreprise et en tant que collaborateur, salarié d'entreprise aussi, c'est de faire vivre ce cap dans le quotidien d'une entreprise. Et donc, c'est pour ça que moi, sur les quelques minutes qui me restent d'introduction, je vais essayer de vous faire peut-être passer à l'action et de vous donner des outils, des clés pour comprendre comment est-ce qu'on peut, à travers sa mission, faire passer à l'action son entreprise en la déclinant à travers toutes ses parties prenantes, mais surtout en ayant bien à l'esprit que c'est important aussi de mesurer l'impact global de sa mission et de l'activité de ses entreprises. Je prends un exemple très concret. Mettons qu'une entreprise se fixe comme mission de réduire, par exemple, le gaspillage alimentaire. Elle peut avoir travaillé sa mission de fond en comble et s'être fixé des objectifs très précis, notamment pour inclure ses parties prenantes sur le gaspillage alimentaire. Elle peut avoir réussi cette mission, mais si elle le fait avec, par exemple, des conditions salariales qui ne sont pas optimum ou en utilisant des véhicules pas propres, est-ce qu'elle contribue pour autant à l'amélioration sociétale? Donc, c'est pour ça que c'est important et on pense ça que la mission soit vraiment le cap de l'entreprise et qu'ensuite, pour la décliner, ça soit associé à un impact global. Cette slide, que vous voyez à l'écran, et Laurence en a parlé, je pense qu'elle va cadrer un petit peu l'évolution dans laquelle on aimerait voir toutes nos sociétés s'inscrire, c'est-à-dire le monde de l'économie du XXe siècle et encore malheureusement celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où l'entreprise avait comme principal objectif de créer de la valeur pour son actionnaire, notamment par de la rentabilité. Et on n'est pas du tout en train de dire que cet objectif doit disparaître, mais c'est juste que cet objectif ne doit plus être une fin en soi. Et donc que l'actionnaire, en fait, doit prendre sa place parmi toutes les autres parties prenantes de l'entreprise. Et de même, la rentabilité ne doit plus être un objectif en soi, mais un levier d'action pour l'entreprise. Et donc, tout ça, ça va nous aider avec notamment les exemples que vous allez voir juste après, des entreprises qui excellent dans cette vision-là de l'économie, à basculer dans une économie, on l'espère, qui sera l'économie de demain et qui cherche à redistribuer de la valeur à l'ensemble des parties prenantes. Je reprends juste une seconde l'exemple de la rentabilité et de la création de valeur pour l'actionnaire seul. Pour vous donner peut-être une petite image, si on compare l'entreprise à un être humain, une entreprise a besoin de rentabilité pour survivre. Ça fait d'ailleurs partie de sa résilience économique. Un être humain a besoin d'oxygène pour survivre. Cependant, un être humain ne se lève pas tous les matins en se disant « Bon Dieu, il faut absolument que je respire ». Et je pense qu'il faut qu'on se situe dans cette même état d'esprit en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié. L'entreprise ne doit pas se réveiller tous les matins avec comme objectif, comme mission, de créer de la valeur absolument pour son actionnaire et de faire de la rentabilité. Ça doit être des leviers d'action parmi plein d'autres pour créer
de la valeur pour l'ensemble de son écosystème et l'ensemble de ses parties prenantes. Si on passe à la slide suivante, qu'est-ce que ça veut dire des parties prenantes pour une entreprise? Donc nous, chez Bicorp, on a une façon de voir ces parties ou qui les catégorise en 5 grands chapeaux. La gouvernance, forcément, avec tout un tas de parties prenantes qui touchent à la gouvernance. Les collaborateurs, mais ça ne veut pas dire simplement voir ces collaborateurs comme des travailleurs, mais comme potentiellement des citoyens qui sont éloignés du marché du travail, comme des parents, comme des enfants qui ont des besoins à côté de leur vie au travail. C'est aussi de considérer son environnement, c'est-à-dire la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, l'impact de ces activités sur tous ces éléments-là. Ça veut dire évidemment considérer son écosystème local ou sa collectivité. On a beaucoup parlé d'écosystème dans le débat 3, mais ça c'est quelque chose c'est un élément qui est très fort. Et sa collectivité, ça comprend des fournisseurs potentiels, des producteurs, des éleveurs, des habitants, et enfin ses clients. Qui sont les clients et quels sont les produits et les services qu'on souhaite développer en tant qu'entreprise et pour servir qui. Et quand on parle de parties prenantes, il y a énormément d'exemples d'entreprises aujourd'hui qui ont compris ça. Si je prends les 2 vaches qui sont intervenues lors de notre premier débat, eux, par exemple, ils nous racontent que quand ils ont commencé à bien marcher, à bien décoller, ils ont décidé plutôt que d'investir des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans de la publicité pour augmenter la consommation de yaourts. Ils ont créé un fonds de formation pour les agriculteurs qui sont en transition vers du bio. Donc, ça veut dire là qu'ils investissent, ils orientent leur capital vers leurs parties prenantes parce qu'ils considèrent que pour être résilients, pour réussir dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de vendre un yaourt avec une conscience, comme ils disent, eh bien, il faut qu'ils aient des producteurs, des éleveurs qui soient en capacité de réaliser ça. C'est aussi l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Pure Projet, qui construit des projets agricoles et qui, au-delà de réaliser ces projets agricoles dans des filières bio ou éthiques, sont conscients du fait que ces projets agricoles s'inscrivent dans un écosystème local et que si jamais, pour X ou Y raison, la production n'est pas au rendez-vous, ils ont des écosystèmes sur lesquels ils peuvent s'appuyer. C'est aussi, par exemple, l'entreprise Phoenix qui a décidé pour ses salariés de leur octroyer un congé second par an. Ça n'a a priori rien à voir avec la valeur qu'ils souhaitent créer en tant qu'entreprise. En revanche, ils considèrent leurs parties prenantes comme centrales pour leur activité, c'est-à-dire leurs collaborateurs, et ils considèrent leurs collaborateurs comme des parents, comme des futurs enfants, etc. etc. Et donc, à travers ces exemples, on voit bien que c'est vraiment en s'appuyant sur un écosystème très large et de parties prenantes qu'on est capable de s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus résilient en tant qu'organisation, parce que si par exemple la croissance ou le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, eh bien, on a d'autres leviers d'action, on a d'autres leviers au sein de notre écosystème qui peuvent nous aider à traverser des crises et à traverser des moments plus difficiles. En tant qu'entreprise, et si on passe à la slide suivante, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer ça, c'est-à-dire mesurer notre impact sur les parties prenantes. Nous, chez Bicorp, il y a énormément de façons de faire. On peut s'appuyer sur des entreprises consultantes qui peuvent nous aider à faire ce chemin. On peut s'appuyer sur une transformation profonde. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un outil qu'on développe chez Bicorp qui s'appelle le Be Impact Assessment. Alors en plus, ce qui est formidable, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qui est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il est accessible pour toute entreprise, toute taille, tout secteur. Et c'est un outil qui permet de faire exactement ce dont on vient de parler là, c'est-à-dire de mesurer concrètement à travers toutes les activités de l'entreprise quels sont les impacts sur les différentes parties prenantes, sur la gouvernance, sur vos collaborateurs, sur vos clients, sur votre environnement, etc. etc. Et c'est ce genre d'outils-là, je pense, qui sont vraiment des éléments à prendre en compte quand vous réfléchissez en tant qu'entreprise à votre stratégie de transformation et à votre mission, parce que c'est en regardant cette mission avec un impact global sur l'ensemble des parties prenantes que vous réussirez ce projet, qui est un projet
à très long terme, et Laurence l'a très bien dit, elle a beaucoup parlé de chemin. Et je pense que c'est un vrai projet à long terme, et il faut des outils, il faut des choses pour aider les entrepreneurs, les dirigeants et leurs salariés à inscrire leurs entreprises dans ce type de projet. Avant de terminer, et je pense que ceux qui parleront le mieux de ça, ce sont les entrepreneurs et les dirigeants qui sont derrière ce type d'entreprise-là. J'aimerais juste qu'on prenne un moment pour regarder, parce que c'est formidable de faire ça à 300, 400, 500 entreprises, mais il y a quand même 4 millions d'entreprises qui sont aujourd'hui en France. Et donc, on doit vraiment passer à l'échelle sur ce type de modèle. Et donc, on vous en propose un aujourd'hui. Il a été mentionné rapidement sur le débat de la semaine dernière, et on voulait le rementionner ici. C'est le donut. Je pense qu'on aime tous le chocolat ici, ça tombe bien. Et donc, restons dans le chocolat de ce donut, restons dans ce biscuit. Alors, derrière ce biscuit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un modèle économique et qu'on espère être le modèle économique de demain, dans lequel les entreprises peuvent s'inscrire, mais aussi des États, des collectivités. On a eu récemment l'exemple d'Amsterdam qui a utilisé ce modèle économique pour son plan de redémarrage post-Covid. Très, très simplement, le donut, c'est un espace justement où les entreprises peuvent être conscients de leur partie prenante, avec le biscuit intérieur, c'est-à-dire un minimum social, et donc on fait attention à son impact sociétal. Tout ça dans un respect et le non-dépassement d'un plafond qui est ce que notre planète Terre peut nous offrir. Et donc voilà, on voulait vous laisser avec ce donut qui est un vrai modèle économique de résilience, non seulement pour les États, mais aussi pour les entreprises. Et je pense que ceux qui prendront la parole juste après moi sont à la tête de formidables entreprises qui mettent ça en place et qui pourront vous démontrer que ça marche. Merci à toi, Augustin. Merci, Laurence. Alors, petit détail de protocole. Je vais me permettre de tutoyer tous nos invités aujourd'hui, hein. On est sur Zoom, donc on expérimente des nouvelles manières de s'adresser les uns aux autres. Madame la députée, néanmoins, Olivia Grégoire et chère Olivia, avant peut-être de te faire réagir sur ce fameux donut et peut-être sur l'amour qu'on porte chacun au chocolat, il a aussi été question dans l'introduction de nos amis de la fameuse loi Pacte sur laquelle aujourd'hui tout le monde se fonde pour basculer vers la raison d'être, voire mieux encore vers la mission. Et donc dans ce chemin, tu as présidé la commission qui a donné naissance, Olivia, à la loi Pacte. Est-ce que quand il a été question de légiférer autour de la mission et de la raison d'être, assis sur le rapport Nota-Sénar notamment, sur ce qui est aussi par profil, est-ce que tu avais imaginé qu'il y aurait une telle accélération, et quel serait le destin d'une loi Pacte à l'aune de la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Merci déjà de m'avoir convié. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, et j'en profite d'ailleurs pour féliciter l'ensemble de l'aide dynamique et des débats qui ont eu lieu avant ce débat d'aujourd'hui. J'ai eu effectivement l'honneur de présider la loi Pacte, et pour te répondre déjà à la deuxième question, j'aime pas refaire l'histoire, et évidemment non, nous n'avions pas écrit la loi Pacte à l'aune d'une possible pandémie. Néanmoins, nous avions pensé, nous avons porté la loi Pacte avec une volonté politique très forte, et qui venait d'assez haut, hein, pour tout vous dire. C'était vraiment une volonté présidentielle, une volonté de l'exécutif de réfléchir au sein de la loi Pacte, je dirais assez largement au nouveau modèle de gouvernance que nous pourrions pousser et proposer au sein de l'entreprise. La loi Pacte, c'est un énorme bébé. Au moment où on se parle, c'est le plus gros texte qui a été voté depuis 2017. Et c'est un texte qu'on a parfois critiqué en disant qu'il était fourre-tout, mais c'est un texte qui est surtout fourni. Je ne vais pas refaire la loi Pacte, et il y a plein de gens qui la connaissent et la maîtrisent parfaitement ici, mais je voudrais quand même focaliser sur le chapitre 3 de cette loi Pacte, puisque Laurence Méhaignerie, à juste titre, Laurence, d'ailleurs, j'en profite pour saluer la qualité de votre intervention. Ça fait du bien de se référer aux grands et d'entendre un peu des grands auteurs sur ces sujets majeurs. Merci. La loi Pacte, dans son chapitre 3, a établi, comme l'a très bien dit Laurence Méhaignerie, une fusée. Cette fusée, elle a 3 étages.
Laurence a très bien décrit le premier étage, raison d'être. Le deuxième étage, société à mission. Je voulais juste réintégrer le troisième étage parce qu'il ne vole pas encore. Nous attendons malheureusement encore le décret, mais il paraîtra sur ce qu'on appelle parfois les fondations d'actionnaires ou que nous avons appelé, nous, les fonds de pérennité économique. J'en parle parce que ce troisième étage sera prégnant, je pense, dans la relance et fera partie des sujets et des objets que les entreprises regarderont, notamment pour son intérêt en matière de partage de la valeur et en matière de protection, préservation de l'actionnariat salarié. Mais comme Laurence Méhaignerie l'a très bien dit en introduction, la loi Pacte, elle ouvre un chemin, elle ouvre un possible avec 3 étages possibles, je dirais en fonction de la nature de l'entreprise, de sa taille et de son ambition. Aujourd'hui, il y a un comité d'évaluation de la loi Pacte qui travaille. On a déjà des premiers retours et je pense qu'il faut se dire bien la vérité. Et j'aurais plaisir à écouter l'excellent Pascal Demurger avec lequel je travaille beaucoup. Heureusement qu'on a, et on en a d'autres, notamment au féminin, des entrepreneurs qui avancent avec nous. Je dirais que c'est un chemin, mais que ce chemin, comme tous les chemins, il n'est intéressant qu'à partir du moment où on l'emprunte et où on le fait vivre. Aujourd'hui, le premier étage de la loi Pacte, la raison d'être, Laurence l'a dit, c'est une façon de ne plus laisser le choix quelque part aux entreprises dans la prise en compte des enjeux sociétaux, environnementaux, mais aussi de gouvernance. Je parlerai souvent de gouvernance parce que je pense que c'est important et que ça ne transpire pas dans l'item RSE, mais que ça transpire dans l'item ESG. Et je me permets d'introduire le terme parce que je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'on arrive dans les mois et dans les années qui viennent sur les 3 piliers de l'ESG, l'environnemental, le social et la gouvernance, de donner des perspectives aux entrepreneurs. Aujourd'hui, la raison d'être, ça fonctionne plutôt bien, mais on ne va pas se mentir, et Laurence l'a dit, ça n'est pas très engageant. C'est un premier pas. Le deuxième étage des sociétés à mission est très engageant. Et avant de rentrer dans de plus amples détails, je voulais juste rappeler aux auditeurs qui nous écoutent quelques obligations de l'entreprise à mission. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais me mettre en entreprise à mission ». On peut se lever un matin en se disant « Tiens, je vais faire ma raison d'être ». Mais l'entreprise à mission suppose beaucoup de contrôle. C'est une forme d'entreprise qui est engageante. Et donc, il me semble important de vous rappeler juste que si la raison d'être doit être précisée dans les statuts, les enjeux de l'entreprise à mission doivent être intégrés à proprement parler dans la gouvernance de l'entreprise, soit au sein d'un organe de contrôle principal, soit par la création d'un comité de suivi distinct dont nous avons précisé que ce n'étaient pas les dirigeants de l'entreprise qui pouvaient à eux seuls représenter l'entreprise pour le suivi de la mission. En un mot, ce que je vous dis, c'est que l'exécution des objectifs de l'entreprise à mission font l'objet, en plus d'une vérification externe par des organes tiers et indépendants. En bref, c'est une forme d'entreprise qui est assez précisément définie, assez précisément engageante pour les entreprises, qui me permet de saluer celles qui ont pris le virage de la société, enfin de l'entreprise à mission, mais c'est un engagement majeur sur les 3 piliers ESG avec une dynamique de contrôle. Je pense, et après je vais laisser les autres intervenir, j'imagine que j'aurai peut-être le plaisir de réintervenir, mais je ne veux pas monopoliser le débat, et sur la loi Pacte, c'est un de mes défauts. Je pense qu'il y a 2 choses que j'aimerais partager avec vous, et je sais que Pascal Demurger les partage. Je trouve qu'on a considérablement avancé, et je vais vous dire, entre ce qu'on me disait en 2018, quand j'allais au Sénat notamment, et qu'on me disait, mais votre raison d'être, votre société à mission, c'est un projet fabuleux pour ouvrir des contentieux, ça ne marchera jamais. Vous vous souvenez de cette pub pour une petite voiture il y a 20 ans, ça ne marchera jamais. Nous l'avons entendu avec le rapporteur Roland Lescure pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, on a eu des mails d'avocats qui nous disaient attention aux contentieux, ça ne marchera pas, pourquoi toucher le code civil, bon. Et c'était véritablement une volonté politique. Donc, aujourd'hui, notre job à nous de politique, c'est bien sûr de faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est aussi d'être là dans l'encouragement. Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est 2 choses. Je crois que nos entreprises, et il y a de belles entreprises ici, et j'aimerais les entendre, je crois qu'il est important de rappeler que beaucoup d'entreprises sont pour partie déjà citoyennes, éthiques et responsables. Certaines ne le sont pas, et ça n'est pas pour autant qu'il faut estimer que les entreprises sont irresponsables, loin de là, et je crois que dans la crise du Covid, elles ont montré leur responsabilité et leur engagement citoyen.
Maintenant, il faut être clair. Si on engage les entreprises dans ce changement de paradigme majeur et attendu des consommateurs, alors il faut qu'elles aient, à un moment ou un autre, certains encouragements et certains avantages. Le cas échéant, ce sera comme la RSE des années 2000, qu'on a tous vécu, et dont on a tous vu les budgets s'effondrer pendant la crise de 2008. Si on veut que l'ESG soit pérenne, il faut que la puissance publique, au plan européen, c'est mon deuxième point, et non pas franco-français, réfléchisse à comment on incite et on encourage, par exemple en matière fiscale ou économique, avec des incitations fiscales pour les entreprises à mission, par exemple en facilitant l'accès au marché public en Europe des entreprises à mission, parce que le cas échéant, soit on a une autre crise qui arrivera et les entrepreneurs seront découragés, soit on ne pourra pas non plus continuer à pousser ce changement de modèle s'il n'y a aucun avantage pour les entrepreneurs vertueux. Ça a été dit en intro et je m'arrêterai à ça, ça a été très bien dit par Augustin. L'entreprise, les parties prenantes, les actionnaires, l'idée n'est pas de prendre à certains pour que d'autres s'estiment lésés. L'idée est de mieux partager la valeur. Et donc, il va nous falloir, dans les années qui viennent, au plan européen, et ce sera mon point majeur, parvenir à quantifier les entreprises à mission et les entreprises qui prennent ce virage. On parle de labels, pourquoi pas. Moi, je suis beaucoup plus favorable à des indicateurs et j'appelle de mes voeux vite que l'Europe se mobilise. C'était prévu, il faut qu'on accélère, c'était prévu pour décembre 2020, que l'Europe pose ses indicateurs de performance extra-financière sur l'ensemble de l'E, de l'S et du G pour pouvoir exister dans cette bataille qui sera une bataille mondiale entre aussi les États-Unis et l'Asie. Si on ne parvient pas à définir nos indicateurs en Europe, je crains que nous ayons à subir les indicateurs des autres et que ça ne soit pas une opportunité pour les entreprises à mission. Donc, oui au chemin, il faut des bénéfices pour encourager les entreprises qui prennent ce chemin et il faut qu'on pense dans la perspective européenne et non pas franco-française. Merci Olivia. D'ailleurs, les considérations sur la question européenne sont saluées par tout un tas de spectateurs, auditeurs. Il y a énormément de questions, hein. Franchement, ça pétarade, donc je vais essayer de ne pas en oublier, même si on n'a que jusqu'à 13h. Mais je vais directement me tourner vers les représentants des entreprises. Fanny, Hortense, Pascal, merci encore une fois d'être là. Peut-être commencer par toi, Hortense. Hortense Aran, bienvenue parmi nous. Tu as donc créé, il y a quelques années maintenant, Fleur d'ici. On a parlé de mission, on parle aussi en ce moment énormément de relocalisation. Peut-être nous rappeler en 2 mots ce que tu fais, quel est ton business model et qu'est-ce qui est en train d'être accéléré aujourd'hui, et est-ce que tu sens que tu appartiens là encore à ce grand mouvement dont on vient de parler jusqu'à maintenant, qui est en gros davantage de vertu, et je le dis au sens extrêmement large. Bonjour à tous, merci Thierry et merci Olivia pour la présentation hyper claire aussi. Effectivement, je rejoins les commentaires que je vois sur le côté de mon écran. J'ai vu aussi beaucoup de questions sur la taille des entreprises qui peuvent devenir entreprises à mission. J'ai essayé de répondre à quelques-unes, mais justement, du coup, je voudrais me saisir de ça puisque nous, on est une très jeune entreprise. Fleur d'ici, ça a démarré en 2017 et sur le segment principal, c'est-à-dire les entreprises début 2018. Donc, on a à peine 2 ans et demi d'existence. On est aujourd'hui une quinzaine, donc on n'est pas une grosse entreprise, mais comme on est une plateforme, on agrège quand même des centaines de parties prenantes autour de nous. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être BNP pour avoir une mission et être une entreprise à mission. Fleur d'ici, c'est quoi? Fleur d'ici, c'est la première plateforme de fleurs locales et de saison. En gros, je vous fais le pitch rapidement. En France, mais c'est le cas partout en Europe et dans le monde, 9 fleurs sur 10 sont importées du Kenya, de Colombie, d'Équateur, voilà, où elles sont cultivées généralement par des femmes payées $60 par mois qui, après 40 ans, ne peuvent plus travailler tellement elles ont été pesticidées. Donc, elles ont des pathologies respiratoires importantes, sans parler du Covid, évidemment. Et ces fleurs, ensuite, on les fait voyager en avion cargo jusqu'en Hollande, d'où elles sont ensuite dispatchées vers tous les marchés européens en camion. Donc, en gros, je vous donne juste un chiffre. Un bouquet de 30 roses d'importation, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion.
Voilà, donc il est urgent en fait de réviser notre façon de consommer des fleurs, d'autant que les fleurs ne sont pas un bien de première nécessité. Donc il est absolument, enfin, comme je dis toujours, hein, qu'on me fasse le coup sur ah oui, mais tout le monde ne peut pas manger bio, vous vous rendez compte avec 7 milliards d'êtres humains, etc. Oulala. Mais sur les fleurs, vraiment, je ne vois pas la raison en fait pour laquelle on saccagerait la planète pour quelque chose qui est certes de la poésie, mais qui ne fait pas partie des choses dont on a besoin pour notre survie. Donc, Fleur d'ici, en s'inspirant de ce qui se faisait dans l'alimentaire sur les circuits courts, etc., c'est donc attaqué à la filière horticole et on a en fait créé, grâce à la tech, toute une chaîne d'approvisionnement, une supply chain différente qui permet en fait de créer une multitude de petits liens entre des producteurs de fleurs locaux, des fleuristes locaux de centre-ville et des clients évidemment. Donc en fait, Fleur d'ici est évidemment une entreprise à mission. On en a deux. La première, c'est la sauvegarde de l'horticulture française. Juste pour mémoire, on avait à peu près 30 000 exploitations horticoles en France en 1970. Il nous en reste 3 000. On a perdu 90% des exploitations. Ça veut dire évidemment des emplois en moins, mais ça veut dire aussi des terres agricoles cultivées en moins. Or, on sait que dans des épisodes, par exemple, d'inondations, etc., c'est très important d'avoir des terres agricoles qui peuvent absorber l'eau, etc. Et aussi, évidemment, une biodiversité en moins. Et les fleurs, c'est quand même la nourriture des abeilles. Donc, voilà, les abeilles qui aujourd'hui sont une espèce en voie de disparition. Donc voilà, donc Fleur d'ici, sauvegarde de l'horticulture locale et soutien au commerce de proximité et au dynamisme des centres-villes, puisque en fait, on fait travailler donc des fleuristes locaux qui s'approvisionnent chez des horticulteurs locaux. Et donc l'idée, c'est de recréer, vous avez dit plusieurs fois hein, depuis le début le mot écosystème, mais c'est vraiment, à mon avis, la clé de comment est-ce qu'on va pouvoir transformer la société et les entreprises vers des choses plus vertueuses. C'est en pensant de façon écosystémique, holistique, les produits et les filières de A à Z. Donc nous, on dit de la graine au vase, ça peut être de la fourche à la fourchette, mais voilà, avoir vraiment cette approche où on calcule effectivement toutes ces externalités, mais positives comme négatives. Merci beaucoup Hortense. Je vais me tourner vers toi Fanny. Donc tu es la directrice de la marque de Nature et Découverte. Bon, tu n'as pas attendu la loi Pacte enfin chez Nature et Découverte. En tout cas, on n'a pas attendu de la loi Pacte pour parler de mission. Ce serait quoi la mission de Nature et Découverte et comment cette mission elle est soit impactée, soit amendée ou accélérée par la crise? Merci Thierry pour cette question. En fait, Nature et Découverte a sa fondation en 1990 par Françoise et François Lemarchand. Ils ont écrit noir sur blanc, j'ai une copie de ce petit carnet Moleskine, ce qu'était la mission de la société, en disant que Nature et Découverte est créée pour reconnecter l'homme et la nature, le business et l'engagement. 4 ans plus tard, ils allaient faire leur fondation, monter la fondation Nature et Découverte. Et leur but, c'était vraiment de proposer des magasins expérientiels afin de proposer, de vendre, de proposer des outils pour permettre aux enfants et aux adultes de se reconnecter à la nature. Et c'est noté noir sur blanc et ça date de 1990 et je trouve que le côté visionnaire est à souligner afin de pouvoir en faire des ambassadeurs de cette oasis fragile qu'est la Terre. Donc, il parlait déjà de biodiversité, d'écologie, d'écosystème en 1990. Donc, Nature et Découverte, aujourd'hui, on se voit plutôt comme des ambassadeurs de quelque chose qu'on a fait durer dans le temps puisqu'on célèbre nos 30 ans cette année. Donc, 1993, on a fait le premier rapport de développement durable avec Utopie, qu'on appelait à l'époque le bilan arc-en-ciel. 1994, la fondation de 2007, on fait notre premier bilan carbone. On était une des premières sociétés françaises à faire un bilan carbone et on devient Bicorp, ce qui est très important pour nous parce que ça nous fournit une super feuille de route en 2015. Donc, on a toujours été quelque part assez pionniers dans toutes ces questions. Et aujourd'hui, alors depuis quelques temps, on se pose la question, comment est-ce qu'on parle écologie quand tout le monde parle écologie ? Comment est-ce qu'on parle engagement des entreprises quand tout le monde parle engagement et aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour les entreprises. Donc, nous, on est en train de retravailler notre raison d'être depuis quelques mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a entamé le travail depuis août avec un collège de toutes les parties prenantes, que ce soit fournisseurs, clients, mais également salariés de l'entreprise à tous les niveaux. On retravaille notre raison d'être. Alors, il y a quelques mois,
Si on l'avait finalisée il y a 3 mois, peut-être, elle aurait été sensiblement différente. Parce que nous, ce qui est important pour nous, on vient des magasins. On a un réseau de 83 magasins, un vrai maillage territorial. Et ce sont des magasins expérientiels, conversationnels, qu'on voit un peu comme un outil même de démocratie. Et aujourd'hui, la crise du Covid, elle nous a fait fermer nos 83 magasins du jour au lendemain, le 16 mars. Et donc, notre raison d'être, elle se dirige plus vers un fournisseur de solutions différentes pour un nouveau mode de vie. En fait, cette crise, elle nous permet, on parlait de la résilience des entreprises, je pense que là, on voit tout de suite les entreprises qui sont authentiques, les entreprises qui sont sincères, qui sont vraiment engagées et celles qui ne le sont pas. Et j'aime pas parler de consommateurs, je préfère parler de citoyens qui, eux, savent faire la différence. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur notre écosystème et comment les facteurs de résilience, en fait, ça nous permet, cette crise, d'accélérer, de confirmer des choses, d'aller peut-être, je parlais tout à l'heure de l'avoir, d'aller vers de l'expérientiel aussi, de prolonger l'expérientiel. On proposait des outils pour se reconnecter à la nature. Là, on va, avec notre raison d'être, réaffirmer notre volonté d'aller vers de l'expérience, des stages, des cours peut-être, des retraites, ou alors aussi de la seconde main. Et puis voir comment est-ce qu'on peut impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise qui vont non seulement des citoyens, des consommateurs, mais aussi des salariés et puis des fournisseurs qui sont très, très importants pour nous. Aujourd'hui, on a 61% de fournisseurs français. On est toujours dans une démarche d'amélioration continue et pour ça, à nouveau, le BIA dont parlait Aurélien tout à l'heure avec Bicorp nous permet d'avoir une super feuille de route et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire encore mieux, encore plus local et se remettre en question dans une démarche d'amélioration continue. Merci, de toute façon, on va te redonner la parole. Je crois qu'on aura un petit peu le temps. Tu parles de citoyens, de consommateurs et la transition est toute trouvée pour m'adresser à Pascal Demurger. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Tu as publié il y a quelques mois un bouquin qui a fait un peu date, je dois dire. En tout cas, que nous, chez Uzbek Erika, on a beaucoup lu. Sur l'entreprise du futur, sera politique ou ne sera pas. Il y a de moins en moins, j'imagine, de distinction entre le citoyen, le consommateur, le collaborateur aussi. En quoi ce qu'on est en train de vivre en ce moment est une confirmation de ce qui était déjà en germe. On est là, tous autour de cette table virtuelle en train de se dire qu'il faut profiter de la situation pour accélérer ces transitions. Est-ce que tu penses plutôt à un retour au business as usual ou est-ce qu'au contraire, toi, de ton poste d'observation et d'action qui est la Maïf, vous avez déjà commencé à actionner les leviers, notamment en redistribuant de l'argent aux sociétaires, mais en quoi ce qu'on est en train de vivre infirme ou confirme ce qui était dans le livre que tu as écrit il y a quelques mois? Alors, bonjour Thierry, merci. Pour moi, ça confirme complètement. Hein. Il y a quelque chose d'absolument incroyable que l'on vit là depuis quelques semaines. C'est une espèce de renversement total des priorités telles qu'elles étaient fixées jusqu'à présent. Hein. Et avec à la fois une priorité très forte, et tant mieux, sur la protection de l'individu, contre, on se rappelle des propos du président de la République, hein, quoi qu'il en coûte. Hein, donc, contre toute l'orthodoxie budgétaire, contre les contraintes économiques qui jusque-là étaient quand même totalement prévalentes, hein, et depuis des décennies. Il était inimaginable, il y a encore 2 mois, de se dire qu'en quelques semaines, on balayerait les règles les plus admises, en tout cas les plus fortes, hein, de cette orthodoxie budgétaire. Donc, je crois qu'effectivement, hein, la crise finalement est une loupe et elle permet à la fois de se réinterroger sur un certain nombre de priorités de valeurs et puis de mettre en exergue le comportement de chacun. Et on voit quand même dans la crise que ces comportements sont divers, mais avec quand même, je trouve, énormément de responsabilité et de solidarité. Donc oui, moi j'ai bon espoir que cette prise de conscience collective, elle accélère le mouvement. Elle accélère le mouvement à la fois d'une conscience que, au fond,
de plus en plus de gens, que l'on soit salarié, que l'on soit client, que l'on soit épargnant d'ailleurs, de plus en plus de gens considèrent que l'entreprise a un rôle à jouer au bénéfice du bien commun et qu'à côté des pouvoirs publics, pas à la place, pas en substitution, mais à côté des pouvoirs publics, l'entreprise en effet a un rôle politique finalement, hein, d'impact sur la cité, d'impact sur l'ensemble de ses parties prenantes, à la fois ses parties prenantes internes, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, mais aussi a un impact positif à rechercher sur l'environnement et sur la société en général. Et puis, je crois que cette crise accélère la prise de conscience des entreprises elles-mêmes de la nécessité de tenir compte de cette attente sociale, de jouer effectivement ce rôle, de préférer peut-être la résilience à la performance de court terme. Et on voit bien qu'on ne répond pas à des exigences de résilience de la même manière que l'on répond à des exigences de performance de court terme. La résilience nécessite en effet cette attention sincère, hein, portée à ses collaborateurs, portée à ses clients, portée à la planète. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a cette prise de conscience. Alors après, je crois que la période qui nous attend là, à partir du 11 mai, hein, symboliquement, elle n'est pas sans risque. Il y a un vrai risque que, de nouveau, avec un mouvement de balancier qui serait assez funeste, on se retrouve avec une priorisation absolue aux contraintes économiques, à la relance et à la nécessité de faire repartir la machine économique. Cette nécessité, évidemment, existe, hein, elle est forte parce que les conséquences sociales de ce que l'on est en train de vivre risquent d'être gigantesques. Mais ça ne doit pas être, là pour le coup, à tout prix. Moi, je crois beaucoup à la question de la conditionnalité dans le soutien de l'État, que ce soit à travers la commande publique, que ce soit à travers éventuellement les mesures fiscales, que ce soit à travers les aides de toute nature. Moi, je crois beaucoup que l'État a un rôle majeur à jouer en conditionnant son soutien, en conditionnant ses commandes au comportement de l'entreprise, à son comportement fiscal, à son comportement social sur la localisation des emplois, et puis à son comportement en termes d'impact sur l'environnement et la société. Alors, je le disais, il y a énormément de questions. Merci beaucoup Pascal. En gros, il y a deux types de questions. Il y a la moitié des questions qui s'adressent à Olivia et au gouvernement par extension. Et puis, il y a évidemment toutes les questions autour de la mission washing, autour de la question des actionnaires. Est-ce que les actionnaires ne vont pas contraindre finalement les bonnes intentions à rabaisser un petit peu leurs prétentions? Peut-être avec toi, Olivia, bon, puisque là, on insiste un peu sur le fameux quoi qu'il en coûte. Je ne sais pas si un jour vous ne serez pas en train de regretter d'avoir utilisé cette expression, parce qu'il y a une sorte d'attente, une sorte de grand virage keynésien. C'est pas nous, c'est le président. Hein. Certes, bien sûr, mais enfin bon, tu es là. Donc, Alors moi, je voulais vous proposer déjà une chose, parce que s'il y a beaucoup de questions qui seraient parfaitement légitimes sur le comment, le quoi, l'entreprise à mission, la raison d'être, le décret de fondation de pérennité économique, etc. Je suis entièrement à votre disposition. Mes collaborateurs travaillent jour et nuit. Mon mail est très simple. Je vais le mettre dans la boucle. olivia.grégoire@assemblée-nationale.fr. Je vais le mettre dans la boucle de sorte à ce que je puisse vous répondre pour ce qui est des questions très pratico-pratiques qui sont très importantes sur ces sujets qui sont en cours de déploiement. Donc, pour les questions un peu pratiques, n'hésitez pas. Pour ce qui est des autres questions, je voulais quand même rebondir sur ce qu'avait dit Pascal Demurger. Je suis un peu partagée, et ça permet de relancer encore la conversation. Moi, je suis partagée. Je trouve qu'on a fait un formidable travail, et pas tant le législateur en réalité que les entrepreneurs. C'est comme toujours pareil, si une loi est bien, tant mieux, mais si elle est utile aux entrepreneurs, c'est mieux. Et Fanny Auger notamment, Pascal Demurger aussi, vous l'avez dit, beaucoup d'entreprises ont pris ce virage avant que l'État n'ouvre ce virage. Bon. Mais maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'a dit Pascal. C'est le retour à l'activité qui va être difficile, on le sait, et qui est un risque pour nos sujets
On a vu ce qui s'est passé en 2008 et on a vu s'effondrer aussi un certain nombre d'ambitions en matière d'ESG. Comment on pérennise ce qu'on a fait déjà depuis 2-3 ans et ce que des entreprises exemplaires portent. Et je crois que cette pérennisation, elle est fondamentale, sinon on restera un peu sur l'item du gadget ou des outils de communication, pardonnez-moi, mais moi c'est ma hantise. Le bashing et le washing, c'est ma hantise. Et donc, si on veut éviter de washer et de se faire bâcher, il nous faut des choses tangibles. Et il nous faut pouvoir démontrer que des entreprises sont exemplaires, tout à la fois avec leurs actionnaires. J'en profite pour dire que tous les actionnaires ne sont pas méchants. Il y a des actionnaires vertueux et responsables, mais aussi avec leurs salariés, avec leurs prestataires, leurs fournisseurs. Et ça, il va falloir qu'on le quantifie. Le cas échéant, on restera malheureusement dans le champ du discours. Et moi, j'ai besoin de vous. Là, je le dis en politique, Pascal, je le dis souvent. On a besoin de vous parce qu'il y a des entreprises exemplaires sur lesquelles on peut travailler avec des indicateurs qui vont plus loin que le label parce qu'on aura gagné la bataille, je crois. Et Augustin, quand tu parles Bicorp aussi, tu le sais, on aura gagné la bataille quand à côté du bilan comptable de l'entreprise, il y aura le bilan extra-financier de l'entreprise. Je crois que l'ESG est un actif aussi puissant que les ventes ou que votre cotation au second marché. Et tant qu'on n'a pas réussi ça, et c'est le job du politique et des législateurs, hein, on n'arrivera pas à favoriser, que ce soit fiscalement, économiquement ou en termes de marché public, des entreprises. Et donc, parfois, on me dit, oui, mais ça, c'est une vision budgétaire, chiffrée, macro, etc. Pas du tout. Moi, je suis une grande romantique. Mais l'ESG, si on est tous, et l'ESS aussi, auquel je m'intéresse évidemment, si on reste que romantique, on n'y arrivera pas. Et il nous faut tangibiliser ces engagements et expliquer. Et là, je vais avoir besoin de vous. Je vois Philippe Zawati, je le salue, j'en profite. On a besoin de se mettre ensemble pour dire aux médias, à l'opinion et aux politiques, ça n'est pas un sujet de comptable, la performance extra-financière. C'est un sujet d'entreprise responsable. Et moi, ma seule façon de vous aider, c'est dans les années qui viennent, de faire en sorte que les engagements que vous prenez déjà et qui sont déjà exemplaires puissent être vus de façon sonnante et trébuchante dans votre action au nom de votre entreprise et que ces actifs immatériels soient considérés au même titre que les actifs matériels. Si on ne le fait qu'au plan franco-français, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on arrive au plan européen à expliquer que l'Europe doit se positionner. C'est un sujet de souveraineté, à mon sens, au plan capitalistique. Alors, on parle de plan capitalistique, donc par extension de capitalisme. Je me tourne donc forcément vers les représentants des entreprises. Hortense, Fanny, Pascal, en quoi la question de l'actionnariat, elle est cruciale dans le passage à quelque chose qui relèverait, qui part du romantisme et qui atterrit sur le pragmatisme? Moi, je crois que ce qui est crucial, c'est, et on a une grosse responsabilité en la matière, c'est vraiment la capacité que l'on doit avoir de démontrer que l'engagement de l'entreprise, ça n'est pas seulement une source de coûts, ça n'est pas seulement une contrainte supplémentaire, mais en réalité, c'est une source de performance de long terme. Hein, et ça, c'est vraiment le modèle économique que l'on essaye de développer à la Maïf en l'occurrence, c'est-à-dire démontrer que véritablement, il y a un business model à construire autour de l'engagement. Parce que si on s'engage à l'égard de ses collaborateurs, hein, en transformant le style managérial, en basculant vers un management par la confiance ou par l'envie, si on s'engage à l'égard de ses clients. Et je suis là représentant du monde de l'assurance, et Dieu sait que la relation client dans le monde de l'assurance n'est pas toujours complètement idéale, hein, avec une opposition frontale en réalité des intérêts de court terme du client, de l'assuré et de l'assureur. Mais si on est capable justement d'inverser complètement les choses et d'avoir une relation qui va réellement, de manière sincère, dans l'intérêt du client, fût-ce au détriment de court terme des intérêts de l'entreprise, en réalité, on crée de la valeur de long terme parce qu'on est capable de fidéliser. Si on est capable de démontrer que l'engagement d'une marque à l'égard de l'environnement, à l'égard d'actions sociales,
en dehors même de l'entreprise. Et en le faisant, non seulement à côté de notre activité par je ne sais quelle fondation ou je ne sais quel don à des ONG ou quoi, mais au cœur même de l'activité, hein, en essayant véritablement d'orienter son activité et toute son action vers au fond des externalités positives. Si on est capable de montrer que ça crée de la valeur pour la marque, de la valeur pour les clients et qu'en réalité, ça augmente la performance, alors on pourra commencer à convaincre les actionnaires. Mais il faut d'abord en passer par là pour convaincre les actionnaires. Et je pense qu'on a, et je te rejoins Olivia, hein, il y a un vrai sujet de mesure, mais il y a un double sujet de mesure. Il y a un sujet de mesure de l'impact que l'on a réellement sur notre environnement, parce que ça, il faut l'objectiver, bien sûr. Et puis, il y a un sujet de mesure de la manière dont ces engagements nourrissent in fine la performance. Et ça, il faut impérativement l'objectiver. Et c'est comme ça que l'on arrivera à convaincre à la fois des gouvernances lorsqu'elles ne le sont pas complètement, et a fortiori des actionnaires. Avec simplement une contrainte dans la relation habituelle des actionnaires à l'égard de l'entreprise, c'est la question de l'échelle de temps. La réconciliation des contradictions entre les intérêts extérieurs et les intérêts de l'entreprise ne se résout que sur le long terme. Et donc, il y a évidemment cette question de la tyrannie du court terme qu'il faut résoudre. Mais on parle de résilience dans cette table ronde. Clairement, l'engagement va dans le sens de la résilience. Merci Hortense, ce n'est pas te faire injure que de te dire que Fleur d'ici est encore une petite entreprise. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions autour des enjeux de taille. Est-ce que les entreprises à mission sont réservées plutôt à des petites, plutôt à des grandes entreprises? Est-ce que c'est la taille qui compte? Size matters. En fait, moi, de notre point de vue chez Fleur d'ici, en tout cas, on l'a vu plutôt comme une opportunité. C'est-à-dire que précisément, la chance qu'on a quand on démarre quelque chose, c'est qu'on met dedans ce qu'on veut. Et que c'est beaucoup plus simple de mettre les bons ingrédients au départ et de faire prendre la mayonnaise comme on en a envie, plutôt que de rattraper la mayonnaise quand elle est mal partie. Donc, en fait, moi, j'estime que typiquement, chez Fleur d'ici, on a évidemment construit le modèle autour du fait de rémunérer justement les producteurs, puisque c'est la mission qu'on s'est fixée. Et donc, c'est beaucoup plus facile de construire un modèle économique pérenne en prenant ce facteur-là, plutôt qu'en ayant construit un modèle économique qui repose sur mettre la pression à fond sur ses coûts d'achat, etc., auprès des producteurs, et de se dire après, ah oui, mais comment est-ce que je rends ça compatible avec ma mission, etc. Donc non, pour moi, au contraire, plus on est petit d'une certaine façon, plus on est agile et plus c'est soi-même qui fixe ses propres objectifs et sa mission. Après, je rejoins ce que disait Pascal Demurger à l'instant, c'est-à-dire que la question du temps court et du temps long et d'être aligné en fait avec ses actionnaires notamment, ça c'est aussi des choses qu'il faut, la gouvernance, Olivier en parlait juste avant, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir dès le départ. Et effectivement, malheureusement, dans le monde des startups, la Startup Nation, si chère à notre président, elle est parfois pas toujours très alignée sur les objectifs long terme qui vont avec effectivement le fait de mettre les bons ingrédients au départ dans la sauce. Et donc voilà, et donc je pense qu'il faut que notamment les fonds d'investissement qui sont des parties prenantes très importantes, enfin, en tout cas les financeurs des entreprises, soient bien alignés évidemment sur ces objectifs long terme. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être, et en tout cas je l'espère, en train de changer. En tout cas, nous, on le voit. Je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, sur quelles sont les entreprises qu'on financera pour demain, et notamment d'un point de vue commercial et économique. C'est-à-dire que je pense que les consommateurs, enfin, on a vu plein d'études sortir ces derniers temps. Il y en a encore une dans l'opinion en partenariat avec Sociétaire, qui montre que la relocalisation, voilà, toutes ces questions autour de comment est-ce qu'on consomme des produits peut-être plus vertueux est en train de devenir clé. Alors, il y a beaucoup de questions évidemment sur les enjeux d'actionnariat et sur la question des fonds. Et je pourrais résister à parler de BlackRock, mais je vais d'abord, parce qu'il y a beaucoup de questions sur BlackRock, me tourner vers Fanny, la question de la gouvernance.
Est-ce qu'on peut être une entreprise à mission avec une gouvernance, je dirais, classique, traditionnelle, ou est-ce que la réponse est un peu dans la question, mais est-ce qu'on peut décorréler les enjeux de mission des enjeux de gouvernance, puisqu'on est là autour de grandes questions politiques? Merci pour la question. C'est une bonne question parce que nous, Nature et Découverte, on est là depuis 30 ans. On est une entreprise familiale qui, pendant 30 Avec ans… aussi des fondateurs qui ont irrigué et qui ont donné aussi une sorte de… qui ont été des visionnaires quelque part. Oui, qui ont donné un cap, en fait, pour continuer et poursuivre. L'entreprise a appartenu pendant 29 ans à cette famille Le Marchand, qui l'avait fondée. Et Antoine, aujourd'hui, est toujours à la direction de l'entreprise. Mais on a été racheté par le groupe Fnac Darty l'été dernier. Donc maintenant, on a intégré un très grand groupe avec lequel on partage beaucoup un ADN commun autour de la curiosité, autour de la culture, autour aussi des enjeux durables. Et malgré cela, j'allais dire, on a continué à travailler notre raison d'être, nos engagements, notre impact aussi. Je souligne ce que disait Pascal tout à l'heure, effectivement, comment est-ce qu'on crée de la valeur pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour la marque, et c'est dans une démarche d'amélioration continue. Tout à l'heure, on parlait d'entreprises exemplaires. Nous, on a beaucoup d'humilité chez Nature. On est certainement pionniers, on est certainement des ambassadeurs, mais on est dans une démarche d'amélioration continue. C'est sans cesse comment est-ce qu'on peut embarquer, tant au niveau de la gouvernance que jusque les personnes dans les magasins ou bien les citoyens qui nous font confiance, comment est-ce qu'on peut embarquer tout le monde avec nous. Et voilà, les enjeux sont… Bon alors, malheureusement, il est déjà 13h02 et nous avons dépassé de 2 minutes le temps imparti. Et bon, pour rien vous cacher, la préparation de ce débat a été totalement crépitante. Il y avait énormément de choses qui se sont dites. Là, il y a énormément de choses qui s'écrivent et je pense qu'il y aurait beaucoup à archéologiser du point de vue de ces enjeux-là et ça prouve à quel point ils sont fondamentaux. Je vais être obligé malheureusement de vous remercier toutes et tous et nos spectateurs, auditeurs d'avoir été fidèles et présents et aussi vraiment tous nos témoins, tous nos intervenants. Je crois que vraiment le débat ne fait que commencer et ce n'est pas une formule de journaliste de le dire. Je crois que de réfléchir en dynamique et au 3e étage de la fusée, je crois que là, il y a énormément d'enjeux et on attend énormément de gens au tournant et je crois que ce qui est hyper important aussi, c'est le partenariat public-privé, en tout cas entre les entreprises et l'État qui est peut-être régénéré par la situation actuelle, là où peut-être l'État avait été peut-être un petit peu en deçà de ses attentes. Là, je crois que la situation montre à quel point il y a nécessité de s'allier. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à mon amie Anne Beaufumé, j'en profite, qui était présente parmi les intervenants et parmi les questionneurs. Merci encore à Philippe et Stéphane de Mirova et Faber Novel de permettre que ce genre de débat puisse avoir lieu. Nous nous retrouvons pour un nouveau débat de Recovery jeudi à midi autour des enjeux de coopération et d'innovation. Je crois que là aussi, il y aura encore beaucoup à dire. Merci à toutes et tous. Et puis, c'est peut-être le moment de passer à la table. Bon appétit. Salut. Ciao. Merci. 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 Au revoir, merci. Au revoir et merci.